Nous voilà donc arrivés dans la quatrième et avant-dernière séquence de ce chapitre consacré à l'estimation d'une moyenne arithmétique. Et donc cette séquence va être entièrement dédiée à la détection de valeurs aberrantes. Alors, il y a pléthore de tests et on va essayer de rester pragmatique pour l'étudiant mais aussi pour l'ingénieur, en regardant comment la technique des boîtes à moustaches permet de suspecter des valeurs extrêmes et comment le test de Grups, qui est un peu plus formalisé, en particulier le test de Grups simple, permet de trancher lorsqu'on observe une valeur atypique à l'une des deux extrémités d'une distribution. Alors, on a vu qu'en présence d'un petit effectif d'échantillons, s'il y a par hasard une valeur trop éloignée des autres, eh bien cette valeur va d'une part tirer la moyenne dans sa direction et d'autre part faire croître l'écart-type. L'écart-type, c'est le doute qu'on affecte à chacune des valeurs, et il serait dommage d'accroître le doute sur chacune des valeurs d'une série de données en raison d'une valeur ou de quelques valeurs, rappelons le principe de parcimonie aberrante. Et donc, avant de se livrer à l'expression d'un résultat de mesure, eh bien, il va falloir vérifier si les données sont cohérentes et qu'il n'y a pas d'intrus dans notre série, qui est ici la valeur du pH du cidre. Alors, la première des choses à faire, et on le reverra dans la construction d'un logigramme, la première des choses à faire, à mon sens, c'est de dessiner, non pas un nuage de points, mais la fonction de répartition des valeurs mesurées. La fonction de répartition, ça va être un graphique qui va montrer comment les valeurs d'une variable aléatoire, en l'occurrence le pH du cidre, sont réparties de la plus petite à la plus grande d'entre elles. Et donc on va expliquer en préambule au test statistique comment on fait pour représenter une fonction de répartition. Mais la première étape, ça va être d'affecter un rang par ordre non décroissant à chacune des valeurs observées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on range les valeurs de la plus petite à la plus grande en tenant compte quand il y en a des doublons, puisque deux valeurs identiques occupent la même position. Le rang, c'est la position d'une valeur dans une série de valeurs. C'est un entier naturel, non nul, puisqu'on va du plus petit au plus grand. Petit 1 est le rang associé à la plus petite valeur, et puis on va affecter la valeur rang maxi à la plus grande des valeurs. Donc dans cette série de données, nous avons deux fois la valeur du pH 3,92, on lui affecte le même rang, 15. Par voie de conséquence, il n'y a pas le rang 16, on passe directement à 17. Il y a la 15e valeur, 15 ex aequo, et ensuite on passe à 17. Voilà le sens de je range par ordre non décroissant. Une fois que l'on a fait ça, on peut s'assurer que la valeur de rang 1 correspond au plus petit pH, 3,48, et la valeur de rang maximal correspond au plus grand pH, 4,12. Une fois que l'on a rangé les valeurs, on va, à l'aide d'une règle de 3, transformer les valeurs en fréquence ou en probabilité. Alors la formule est relativement simple. On va la justifier sur le transparent suivant à l'aide d'un graphique. La fréquence associée à la valeur petit i est égale à la valeur du rang moins 1 divisé par la valeur du rang maximal moins 1. Donc le rang maxi ici est égal à 20, i c'est le rang, donc i moins 1 divisé par 19. Alors d'où sort cette formule qui peut paraître magique? Eh bien c'est une transformation qu'on peut appeler règle de 3, qui permet de convertir un rang en fréquence ou en probabilité, une fois que vous avez trouvé la plus petite des valeurs, celle à laquelle on affecte le rang 1, eh bien, puisque c'est la plus petite, il n'y a aucune valeur inférieure à cette valeur. Donc la fréquence correspondante au rang 1 est égale à 0%, d'où le numérateur i-1. Au même titre, lorsque vous avez trouvé le plus grand rang maxi, eh bien, il n'y a pas de valeur, toutes les valeurs sont inférieures ou égales à la valeur à laquelle on a associé le plus grand rang, donc 100%. Donc par voie de conséquence, on divise par rang maxi moins 1. Et ensuite, on utilise une règle de 3, on utilise des triangles semblables. À partir de la valeur de rang i, on lit la fréquence fi, d'où la formule qui est rappelée à l'écran. Donc voilà,
on a transformé les rangs en fréquences. Par exemple, il y a 47,37% des valeurs de pH qui sont inférieures ou égales à 3,83. Si je prends la deuxième ligne, il y a 73,68% des valeurs observées qui sont inférieures ou égales à 3,92. Si je prends la dernière ligne, on avait vu qu'il s'agissait du rang le plus grand, 4,12 comme pH, 100% des valeurs sont inférieures ou égales à la plus grande valeur. À partir du moment où on a les valeurs mesurées dans la colonne pH et à partir du moment où on a transformé les rangs en fréquences, eh bien on va pouvoir dessiner la fonction de répartition à partir donc de la colonne pH et de la colonne fréquence. C'est un nuage de points et ce nuage de points est d'une très grande importance parce qu'il permet de voir où se situent les trous dans la distribution. Et on va essayer d'interpréter les trous. On peut également se servir de la fonction de répartition pour trouver l'adéquation avec une loi de probabilité connue. Ce n'est pas l'objectif de cette présentation. Donc pensez chaque fois que vous venez de collecter des données expérimentales, avant toute chose, pensez à dessiner la fonction de répartition. Alors, la fonction de répartition vous permet, dans un premier temps, de voir l'étendue des valeurs, ce qui est parfois pas évident à la lecture des valeurs consignées dans un tableau. On voit tout de suite que le pH est plutôt acide, on démarre un peu en dessous de 3,5 et on va un peu au-delà de 4,1. Cette fonction de répartition va nous permettre d'identifier éventuellement des écarts ou des groupes de valeurs. Et les valeurs aberrantes, celles qui vont jouer sur la valeur de l'écart type et la position de la moyenne, eh bien on va essayer de se servir des trous de la distribution aux extrémités. Des valeurs aux extrémités très détachées des autres valeurs peuvent être synonymes de valeurs aberrantes. Et on va pouvoir confirmer, soit à l'aide de boîtes à moustaches, soit avec l'aide d'un test de Grupp, si les écarts de ces valeurs extrêmes au centre de la distribution eh bien, sont trop importants ou non. Au même titre, lorsqu'on a un écart central, c'est ce qui est représenté ici, et on peut se demander si on n'a pas un mélange de deux populations. Par exemple, on a mélangé deux barriques de cidre, ou on a prélevé dans deux barriques de cidre différentes, ou si finalement le trou au milieu de la fonction de répartition n'est-il pas dû à un faible effectif d'échantillon. On peut toujours se dire que si on avait pris un effectif d'échantillon plus grand, des valeurs seraient peut-être venues se loger dans cet espace vide. Alors, la fonction de répartition, c'est peut-être original dans cette présentation, va servir de support à la construction d'une boîte à moustaches. Alors, une boîte à moustaches, c'est une représentation statistique d'une distribution de valeurs qui est apparue dans la dernière moitié du XXe siècle, à l'initiative d'un auteur américain. Et donc, la boîte à moustaches consiste à résumer la distribution des valeurs sous forme d'une boîte, c'est ce que vous voyez à l'écran. Et les limites de cette boîte correspondent respectivement au premier quartile et au troisième quartile. Le premier quartile, c'est la valeur de la variable aléatoire pour laquelle on observe 25% de valeurs plus petites, et le troisième quartile, c'est la valeur de la variable aléatoire pour laquelle on observe 75% des valeurs plus petites. Et donc, dans cette boîte qui est située au centre de la distribution, on a donc 50% des valeurs. La largeur de la boîte, qui est définie par la différence entre la valeur du troisième quartile et la valeur du premier quartile, s'appelle l'intervalle interquartile. Et on va voir que la largeur de l'intervalle interquartile va nous servir à suspecter d'éventuelles valeurs aberrantes aux extrémités d'une distribution. Il est facile de rappeler que les machines à calculer, dès lors qu'on a saisi les valeurs de la variable aléatoire dans une liste, nous informent très rapidement de la valeur des quartiles, au même titre qu'un tableur comme Excel. De part et d'autre de cette boîte, nous allons tracer deux traits horizontaux qui vont rejoindre les extrémités de la distribution, et c'est ce qu'on appelle les moustaches. Donc la moustache de droite rejoint la valeur du troisième quartile, donc l'extrémité droite de la boîte à la valeur maximale, et la moustache de gauche rejoint la valeur du premier quartile à la valeur minimale. Naturellement, plus les moustaches sont longues, plus un ou plusieurs individus sont très éloignés de la boîte que j'appelle le gros de la troupe, la tendance centrale. Et donc si les moustaches sont trop longues, eh bien on va suspecter la présence de valeurs aberrantes aux extrémités.
Alors, comment fait-on pour dire si les moustaches sont longues ou non? Eh bien, on va, après avoir positionné par exemple la médiane au sein de la boîte, la médiane c'est la valeur de la variable aléatoire pour laquelle on observe 50% de valeurs plus grandes et 50% de valeurs plus petites, eh bien on va positionner des moustaches de longueur théorique qui sont situés à 1,5 fois l'intervalle interquartile. Alors le 1,5 se veut être très pragmatique, il suffit de mesurer la largeur de la boîte et de multiplier par 1,5. On reporte ces longueurs théoriques de part et d'autre de la boîte, et si par cas, une ou plusieurs valeurs se situent au-delà de ces traits violets à l'écran, donc de ces limites théoriques, eh bien, on va considérer que ces valeurs sont suspectes. Donc dans notre cas, eh bien, les valeurs du pH du cidre sont cohérentes puisque à aucune extrémité, les valeurs observées que l'on voit apparaître à l'arrière-plan sur la fonction de répartition ne sortent de ces limites. Voilà, donc c'est une technique très pragmatique pour mettre le doigt et pour identifier des valeurs suspectes qu'on confirmera comme valeur aberrante éventuellement avec un test de Grups. Je vous recommande de mettre en œuvre la technique des boîtes à moustaches en les superposant ces boîtes à moustaches sur les fonctions de répartition parce que les deux informations sont très complémentaires. Alors, on va voir un test un peu plus formel qui est le test de Grups simple. Alors le test de Grups simple, il a été proposé par son auteur, Grups, en 1969. Et attention, ça s'appelle un test de Grups simple parce qu'il va permettre de confirmer ou non la présence d'une, mais le singulier est important, d'une seule valeur aberrante à l'une ou l'autre des extrémités d'une distribution. C'est-à-dire que si la fonction de répartition complétée par la boîte à moustaches montre un point un peu éloigné du centre de la distribution, que ce soit pour la valeur maximale ou pour la valeur minimale, le test de Grups simple va être un test confirmatoire. Alors, comment le mettre en œuvre? Eh bien, on va le mettre en œuvre à partir de calculs que l'on a déjà fait, à savoir l'estimation ponctuelle de la moyenne et de l'écart type. On va calculer ce qu'on appelle la statistique du test, G maxi par exemple, qui est la distance entre la plus grande valeur et la moyenne, Y maxi moins Y bar. Et pour s'affranchir de l'unité, on va relativiser cette différence par la valeur de l'écart type. Et donc, on obtient ainsi la distance de la plus grande valeur à la moyenne arithmétique exprimée en nombre d'écart type. On peut faire la même chose avec la plus petite valeur. Pour obtenir une statistique positive, on calcule la différence entre la moyenne et le mini, que l'on relativise par rapport à l'écart type, et on obtient donc la distance exprimée en nombre d'écart type entre la plus petite valeur et la moyenne. Et on va se demander si l'on est situé par exemple à 3 écarts types, 4 écarts types ou à 1,2 écart type, si cette distance n'est pas trop grande ou est-ce qu'elle est acceptable. Eh bien, Grups va proposer dans un tableau de nous donner des limites qui va nous permettre d'associer à chacune des valeurs extrêmes, la plus grande et la plus petite, un qualificatif, elle est aberrante, elle est isolée, c'est-à-dire elle est un peu plus grande ou un peu plus petite que les autres, mais sans être jugée aberrante, ou alors elle est correcte, c'est-à-dire qu'on peut l'assimiler à l'ensemble des autres valeurs. Alors on voit apparaître sur ce schéma de principe des limites, qu'on appelle des valeurs critiques. Ces valeurs critiques, eh bien, on va les lire dans une table de Grups. Si la statistique du test, donc G maxi, G mini, est inférieure ou égale à sa valeur critique à 5%, l'individu testé est accepté comme étant correct, et donc on va prendre en compte sa valeur dans l'estimation. Si la statistique du test est supérieure à la valeur critique à 5% et inférieure à la valeur critique à 1%, on va dire que la valeur est isolée. Alors une valeur isolée, on va la caractériser dans le rapport d'essai par une petite astérisque, on va le signaler, mais on ne va pas la supprimer cette valeur parce que il y a des gens qui sont toujours un petit peu plus grands que la moyenne et des gens qui sont un petit peu plus petits que les autres, sans pour autant avoir des tailles qui sont aberrantes. Et donc on ne va pas supprimer les valeurs isolées. Par contre, si la statistique du test est plus grande que la valeur critique à 1%, eh bien l'individu est considéré comme une valeur aberrante, on le signale par une double astérisque dans le tableau, et naturellement on ne prend pas en compte cette valeur dans l'estimation du résultat de mesure.
Alors, regardons ce qui se passe dans notre exemple. Voilà les valeurs critiques proposées dans le test de groupe simple. Donc, dans la première colonne de chacun de ces tableaux, on voit l'effectif d'échantillon. Donc je vous rappelle que pour nous, n est égal à 20. Et ensuite, les valeurs critiques sont lues pour des risques, là encore, égaux à 1% ou 5%. Ces tables sont très faciles à trouver sur Internet et dans les livres. Donc pour nous, si les extrêmes sont situés au-delà de 3 écarts types de la moyenne, on aura des valeurs critiques. S'ils sont situés à moins de 2,7 écarts types de la moyenne, les valeurs sont correctes. Et si les extrêmes sont situés entre 2,7 et 3 écarts types, ce sera des valeurs isolées. On le soulignera dans le rapport d'essai, mais ce ne seront pas des valeurs aberrantes qu'il faudra supprimer dans le fichier de données. Donc on peut représenter, là encore, c'est un schéma pour expliquer ce qui se passe, à partir de la fonction de répartition, la signification des statistiques du test Gmaxi et Gmini. Gmaxi, c'est la distance entre la moyenne et la valeur maximale, repérée par 2 traits verticaux rouges, relativisée par l'écart type. Donc la plus grande valeur est située à 1,74 écart type de la moyenne. Au même titre, la plus petite valeur, y mini, est située à 1,68 écart type de la moyenne. Et si on se rappelle ce qu'on a dit à propos des tables qui contiennent les valeurs critiques du test de Grups, eh bien aucune de ces deux valeurs ne sont aberrantes. Alors, dernier graphique complémentaire qui n'est en soi pas un test de détection de valeurs aberrantes, mais qui est quand même utile pour vérifier des hypothèses, c'est la carte de contrôle. Alors la carte de contrôle, on l'avait présentée lors de la séquence relative à l'estimation ponctuelle de la moyenne. C'est un graphique sur lequel on va faire figurer une ligne centrale en vert, c'est la moyenne arithmétique, et des limites de contrôle, voire des limites de surveillance que l'on va matérialiser par des traits rouges ou oranges. Ce sont des outils très utiles lorsqu'on cherche à piloter des processus industriels, mais on va en trouver ici une application particulière. Donc la carte de contrôle, nous l'avions déjà vu, carte de contrôle, attention aux valeurs individuelles, sur l'axe horizontal, les numéros d'essai, sur l'axe vertical, le pH du cidre, et le trait vert, eh bien, c'est la ligne centrale qui est la moyenne arithmétique. De part et d'autre de cette ligne centrale, on va faire figurer des limites de contrôle. Alors, limites de contrôle, dans le cadre de l'estimation, ici à partir de valeurs individuelles, eh bien, ce sera la moyenne plus ou moins 3 fois l'écart type. On matérialise ces deux traits rouges, et naturellement, s'il y avait des valeurs aberrantes, elles seraient situées au-delà de 3 écarts types de la moyenne, et donc les points bleus franchirait, au moins ponctuellement, ces limites. Alors ici, la carte de contrôle va nous servir à toute autre chose, à nous assurer du caractère aléatoire de la distribution des valeurs. Et si on regarde ce graphique, nous l'avions déjà observé lors de l'estimation ponctuelle de la moyenne, eh bien, on va s'apercevoir qu'au cours des 8 premiers essais, toutes les valeurs sont significativement plus grandes que la moyenne, et donc on peut suspecter un caractère non aléatoire dans la distribution des valeurs. Au même titre, si on regarde avec un œil un peu plus attentif ce graphique, et si on fait un écart type glissant sur 3 ou 4 valeurs, on va s'apercevoir que les premières valeurs sont certes situées au-dessus de la moyenne, mais dispersent peu. Et à partir de l'échantillon numéro 8, on s'aperçoit qu'on a des oscillations de part et d'autre de la moyenne arithmétique, mais que l'écart type s'est mis à croître. Alors, à quoi est-ce dû? À l'échantillonnage, la méthode de mesure, on ne sait pas, mais on pourrait suspecter à partir de ce simple graphique une distribution qui manque un peu de caractère aléatoire par rapport à d'autres. Voilà, nous avons terminé cette 4e séquence relative à la détection des valeurs aberrantes. C'est une étape très très importante dans l'analyse des valeurs observées en sciences expérimentales, et donc on vous propose de répondre aux questions suivantes. Décrire pas à pas les étapes de construction d'une fonction de répartition, dont je rappelle que c'est un graphique primordial dans l'analyse des données, préalable au calcul. Quel est l'intérêt d'une fonction de répartition? Décrire la méthode de construction et d'analyse d'une boîte à moustaches. Pourquoi faut-il précéder la mise en œuvre d'un test de groupe simple par l'analyse d'une fonction de répartition? Test de groupe simple voulant dire qu'on ne peut détecter qu'une valeur extrême aux extrémités. Et quel est l'apport d'une carte de contrôle aux valeurs individuelles dans la démarche d'estimation de la moyenne que nous menons à bien?
Voilà. Donc on a quasiment fini ce chapitre avec cette quatrième séquence. La dernière séquence va être un récapitulatif de tout ce que nous avons vu.